Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la rentrée littéraire. Encore une fois, cette année, c'est pas moins de 473 romans qui sortent entre la fin août et le début septembre. On retrouvera 328 romans français, 145 traductions et pas moins de 70 premiers romans. Comme d'habitude, parmi ces 473 romans, j'ai fait une petite sélection en amont. J'ai lu une trentaine de livres de cette rentrée littéraire et je vous propose donc 2 vidéos dans lesquelles je vais vous parler de ces livres que j'ai lus qui sont sortis ou qui vont sortir dans les jours à venir. J'ai classé mes lectures en 3 catégories. La première étant les courses y vite à Monoprix, il faut que tu les achètes parce que c'est de la grosse bombe. La deuxième, c'est les biens mais sans plus. J'ai bien aimé mais ça n'a pas été non plus le coup de cœur. Et la dernière, ce sont évidemment les romans qui m'ont le moins plu, qui m'ont laissé un peu au bord du chemin et pour lesquels je ne vous dirai pas de passer le vôtre de chemin car peut-être qu'ils vous plairont, mais en tout cas, je n'étais pas la cible. Et comme je n'ai pas moins de 12 romans à vous parler dans cette sélection, je vais tout de suite commencer. À la vôtre! Ma première lecture, c'était Le Café sans nom de Robert Zithaler, publié chez Sabine Vespizer. Le roman Le Café sans nom prend place en 1966 à Vienne, c'est-à-dire 20 ans après le nazisme. La ville est en pleine reconstruction, la reconstruction est même déjà bien entamée, et un jeune homme travaille dans un faubourg populaire et il passe tous les jours devant un café. La trentaine venue, il se décide de racheter ce café pour en faire son propre lieu, son propre endroit. Il ne sait pas comment l'appeler, c'est pour ça qu'il deviendra le café sans nom, car il n'a aucune idée. Ce roman, c'est bien évidemment, vous l'aurez compris, un roman de tranche de vie. Il ne va pas se passer grand chose, on n'est pas là dans du romanesque, on n'est pas non plus dans un roman de sentiments ou quoi que ce soit. On va participer avec ce narrateur à la construction de ce café, à la remise en ordre de ce café, et on va côtoyer les habitués qui très vite vont venir le fréquenter. Je suis un énorme fan du cinéma d'Agnès Varda, et c'est vrai que ça m'a rappelé beaucoup Les Daguerréotypes, qui est un film tourné par Agnès Varda, qui se concentre sur la rue Daguerre à Paris. Et ça va être une succession de petits plans de commerce et de personnes fréquentant la rue Daguerre. C'est un peu ce qu'a fait Robert Zithaler avec ce roman, car on va voir différentes personnes passer à travers le roman, on va voir comment il a réussi à en faire quelque chose, les obstacles qu'il a rencontrés. J'ai beaucoup aimé cette ambiance, en fait, c'est surtout ça qui m'a plu, c'est l'ambiance de ce roman. Ça m'a donné bien évidemment moi-même envie d'aller en café, sur une terrasse, de boire une bière pression ou un petit café avec une tartine de Saint-Doux, comme il en était coutume à Vienne en 1966. Je sais pas si c'est très digeste, mais en tout cas c'était une bonne lecture. Ça ne m'a pas marqué outre mesure car ça reste un roman assez court, dans lequel il ne se passe pas grand chose, mais c'est un excellent roman à lire un dimanche matin dans son fauteuil, tout en profitant du temps qui passe, car c'est quand même une ode au temps qui passe, à ces journées un peu lentes et langoureuses. Ensuite, j'ai lu Chaleur humaine de Serge Joncour chez Albin Michel, et c'était la première fois que je découvrais la plume de Serge Joncour. Je crois qu'il a eu le Renaudot ou le Femina pour Nature humaine, qui se passe avec les mêmes personnages. Alors personnellement, je ne l'avais pas lu, ça ne m'a absolument pas gêné à la lecture, donc je vous recommande de lire ce livre, même si vous n'avez pas lu Nature humaine. Pour ma part, je l'ai acheté et je le lirai par la suite. Chaleur humaine, ça se passe juste avant le confinement. On démarre le roman en janvier 2020. On sent qu'une épidémie est en train d'arriver partout en France et les gens cherchent à s'en protéger. Alexandre, lui, vit dans une ferme dans le Lot, à côté de chez ses parents. Il a repris la ferme familiale, c'est un endroit un peu reculé, et il vit seul avec ses bêtes, avec ses champs, avec son travail de la terre, et il ne se fait pas trop de soucis quant au confinement parce que il sait que lui, il ne sera pas trop impacté dans sa vie quotidienne. Sauf que vont débarquer ses 3 sœurs, Vanessa, Caroline et Agathe, qui elles vont fuir leurs différents lieux d'habitation. Une vient de Paris, l'autre je crois vient de Toulouse, et je ne sais plus d'où vient la troisième, mais en tout cas, toute cette petite famille va se retrouver dans cette ferme du Lot. Donc on va avoir les grands-parents, Alexandre, les 3 sœurs, les petits-enfants, neveux en fonction des liens de parenté, qui vont se retrouver enfermés dans cette ferme du Lot tous ensemble. C'est donc un peu un huis clos assez électrique car les relations dans cette famille ne sont pas très apaisées. On voit que les bords politiques sont totalement différents. Certains sont complotistes et ne croient pas du tout à l'épidémie de Covid et encore moins aux bienfaits du confinement. D'autres sont plutôt passifs par rapport à cette situation. Certains vont être un peu extrémistes et vont vouloir tout nettoyer, se protéger. C'est un roman évidemment qui rappelle ces heures un peu sombres que l'on a vécues en 2020, qui pourrait déplaire aux personnes qui ont très mal vécu cette période, je le préviens. Après, il est vrai que de par l'ambiance de cette ferme dans le Lot, on est dans un contexte un peu moins anxiogène que ce qu'on a pu vivre nous, personnes vivant dans les villes. Moi j'ai adoré parce que j'ai trouvé que Serge Joncour arrivait à la perfection à décrire ces situations un peu électriques, ces situations qui peuvent exploser à tout moment. On sent cette tension entre les personnages parfois, dont un seul mot pourrait tout faire vaciller et exploser. En plus de l'ambiance parfaite de cette petite ferme dans le Lot, on a des relations humaines qui sont très intéressantes, très poussées et très fouillées. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. C'est pour moi une excellente lecture, ça fait partie de mes coups de cœur de cette
cette rentrée 2023 et je vous le recommande grandement. C'est pas trop parisien, Serge Joncourt on pourrait croire, il a déjà eu un prix, enfin ça fait partie des lectures dont on se dit ok ça va être encore le même charabia que d'habitude, mais non pas du tout, vraiment c'était assez discret, sans prétention je trouve, et humble. Pour alterner entre les différents niveaux d'appréciation, je vais vous parler d'un roman qui, moi, ne m'a pas plu et qui n'a pas su combler l'envie que j'avais à la lecture, mais c'est un auteur qui se vend énormément. C'est Jérémy Fell avec Malgré toute ma rage qui sort chez Rivage à cette rentrée littéraire. Jérémy Fell, c'est un peu la nouvelle voix du thriller français. Je sais que ces deux précédents romans qui sont Nous sommes les chasseurs et je ne sais plus le deuxième. En tout cas, je sais qu'ils se sont très bien vendus, qu'ils sont disponibles en poche et que Jérémy Fell ravit les cœurs de plein de lecteurs. Pour ma part, j'ai pas trop aimé. On se retrouve dans ce roman avec un groupe de copines, elles sont 4 jeunes filles, l'année de leurs 18 ans et elles partent pour la première fois en vacances seules sans leurs parents. Elles décident pour cela de partir en Afrique du Sud. Donc c'est déjà très compliqué parce que les parents sont un peu réticents, c'est un pays qui est dangereux, d'autant plus que ce sont 4 jeunes filles blanches. Voilà, ils ont peur des violences, de ce qui pourrait leur arriver. Malgré tout, elles y arrivent, elles partent toutes les 4 en Afrique du Sud, sauf que voilà, au bout de 3 jours, une des filles disparaît. Et c'est là-dessus que le roman s'ouvre sur une scène qui est d'une violence extrême, où on nous raconte un enlèvement, un viol, une tuerie. On devine très vite que c'est cette jeune fille disparue qui est en train de subir tous ces sévices. Et déjà voilà, ça, alors d'un côté c'est pas mal d'ouvrir le livre sur cette scène car ça met le lecteur au diapason, ça établit un contrat de lecture, tu t'apprêtes à lire quelque chose qui risque d'être très violent et un peu gratuit, et c'est moi ce que je lui reproche principalement, c'est la gratuité dans cette violence. Je trouve qu'on est dans une violence totalement extrême et un peu invraisemblable qui selon moi dessert le roman et l'histoire. Le roman est donc divisé en deux parties parce que la première partie se concentre sur cette enquête, on va suivre le policier qui essaye de résoudre ce meurtre en Afrique du Sud, on va suivre les différents interrogatoires des 3 jeunes filles, les parents qui arrivent de France sur les lieux du crime. C'est vrai que sur ces 150 premières pages, car le roman en fait quand même 500, 150, 200 premières pages, j'étais très intéressé, j'avais envie de savoir ce qui s'est passé, j'étais pris au jeu de ce polar, la violence était beaucoup moins présente par rapport au début du roman, je me disais même il a joué sa carte du dégueulasse et du glauque dans les 5-10 premières pages et maintenant il est beaucoup plus soft, beaucoup plus léger, on part dans un polar un peu classique, à tel point que je me disais même c'est fou que, pas que cet homme vend autant de romans, mais on partait sur quelque chose de très classique et j'en étais un peu étonné. Sauf que passé cette enquête qui patine un peu, on va essayer de remonter un peu plus haut, donc on va voir que cette jeune fille disparue fait partie d'une grande famille de l'édition française, le grand-père est un éditeur très reconnu, donc on va être dans un milieu bourgeois, parisien, très cossu, dans lequel il va être question de complots politico-éditoriaux, et on tombe dans une noirceur un peu crasse des relations humaines. En plus de ça, on nous rajoute encore quelques scènes bien dégueulasses avec des corps, de la chair, de l'hémoglobine. Là, je me suis dit, ok, c'est parti mon kiki, on va repartir dans un tourbillon de violence, dans un déchaînement de violence qui n'apporte plus rien à l'histoire. Alors, je pense que ça va plaire à certaines personnes, qu'il y ait ces deux aspects, qu'on est un peu dans quelque chose de... Voilà, vous voyez, le monde est vraiment noir, le monde est vraiment dégueulasse. Je pense pas qu'on en ait forcément besoin. Je pense pas qu'il avait besoin d'aller aussi loin, les personnages sont assez clichés, j'ai le souvenir d'un personnage sur la fin qui est homosexuel, qui a vécu des choses horribles, il s'est fait mettre à la porte par ses parents très jeunes, il a dû se prostituer pour survivre, vraiment le cliché de cette homosexualité martyre qui n'est plus tout à fait vrai, même si elle existe encore et donc je ne peux pas totalement le blâmer, mais c'était l'enchaînement et ce personnage arrive sur la fin, là où en fait on a déjà la gueule pleine de cette violence et de cette crasse. Donc voilà, ça m'a pas plu, j'ai trouvé ça beaucoup trop gratuit et beaucoup trop violent pour au final pas grand chose en plus au moment de la fin du roman, la fin du roman. Donc pour moi ça l'a pas fait, je ne pense pas relire Jérémy Fell. Je suis content de m'être fait un avis et d'avoir pu voir ce qu'il nous proposait, mais je ne suis pas la cible. Après je pense que ça peut plaire à un grand nombre, à beaucoup de monde. Ensuite, j'ai lu La mer de la tranquillité de Emily St. John Mandel aux éditions Rivage. J'avais lu Station Eleven qui n'avait pas été un immense succès avec moi. Je sais qu'il plaît beaucoup parce que c'est une autrice qui écrit de la science-fiction qui est assez novatrice par endroits. Je n'ai pas lu son suivant qui s'appelle L'Hôtel de Verre. Et pourtant, j'avais eu quand même envie de lire La mer de la tranquillité car c'est un roman qui nous parle de voyage dans le temps et c'est un thème qui m'intéresse un peu. Ça a été un bon moment de lecture, mais alors à l'heure actuelle, je ne me rappelle presque plus et je sais que c'est trop court pour moi. Il faisait 300 pages, alors j'aime en général les romans courts, mais là je pense qu'il y avait quand même matière à approfondir le roman, car on va suivre au début, c'est presque 3 nouvelles, on va suivre des personnes en 1900, on va suivre des personnes en 2020, des personnes en 2200.
Ils ont chacun leur petite histoire, on peut les lire à la manière d'une nouvelle, et au fur et à mesure, on va voir que tout se mêle un peu, car on est sur un roman de voyage dans le temps. C'est une plume qui est très simple, presque clinique, épurée, il n'y a pas vraiment de fioriture, de lyrisme ou quoi que ce soit. Le lyrisme est plutôt dans l'ambiance qu'elle arrive à créer, car tous ces personnages entendent un bruit de violon, et ensuite c'est un peu comme un trou noir, ils savent pas trop ce qui se passe, et à toutes ces différentes époques, ce trope du violon revient, et c'est ce qui permet de créer cette ambiance un peu mystique, brumeuse, tout à fait comme la couverture nous le suggère. C'est assez classique dans la forme, dans le dénouement, on nous parle de voyage dans le temps, donc voilà, on sait bien que si on intervient à un moment, ça va avoir des répercussions, donc on n'a pas trop le droit. Les personnages sont plutôt attachants, certains sont un peu compliqués à se mémoriser parce qu'en fait ce sont des personnages qui interviennent dans l'hôtel de verre, donc quand on les rencontre pour la première fois, il y a quand même un peu un antécédent dans leur histoire que l'on ne peut ne pas avoir. Moi par exemple j'avais pas lu l'Hôtel de Verre, donc les quelques premières pages que j'ai lues avec ces personnages, j'ai eu du mal à les caractériser, alors que sur les autres c'était beaucoup plus simple. Toujours est-il que ça n'entache rien la lecture de La Mer de la Tranquillité. Peut-être par contre que si on lit La Mer de la Tranquillité, on se fait spoiler des éléments de l'Hôtel de Verre. C'est même sûr parce que j'ai demandé à une amie qui a lu l'Hôtel de Verre. En fait c'est un roman qui m'a plu, mais qui est resté assez simple pour moi et un peu trop simple, que ce soit dans la plume, dans l'écriture donc, ou alors dans l'histoire et la fin de cette histoire. Donc c'était très sympa, c'est quand même quelque chose d'assez singulier dans l'univers de la SF. On est presque à mi-chemin entre la littérature générale et la littérature de genre, parce que le côté du voyage dans le temps, oui, est assez présent. Il y a même un moment qui se passe il y a même un moment d'anticipation parce que ça se passe dans les années 2200. Mais parce qu'il en est fait de ce matériel de science-fiction, ça va pas très très loin. Donc même pour les non-lecteurs, les non-aficionados de la science-fiction, c'est tout à fait lisible. J'ai évidemment lu Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa aux éditions de l'Iconoclaste. Et alors là, pour le coup, c'est un immense coup de cœur. Je crois que pour l'instant, c'est même mon gros coup de cœur de cette rentrée littéraire avec un autre roman. Je dis évidemment que je disais Veiller sur elle parce que Des Diables et des Saints avait été une révélation pour moi. J'avais par la suite lu Ma Reine qui avait été également une excellente lecture, mais je crois que là, Veiller sur elle a réussi à détrôner ces deux romans précédents dans mon cœur. Jean-Baptiste Andréa nous livre une fresque romanesque du XXe siècle de l'Italie à travers deux personnages, Mimo et Viola. Le roman s'ouvre avec un homme qui est en train de mourir dans un monastère et des frères sont autour de lui, des frères monastiques, donc des frères chrétiens, sont en train de veiller son corps, en train de mourir, et on apprend que au sous-sol de ce monastère, au sous-sol de ce couvent, une statue est enfermée. Et cette statue semble avoir, cette sculpture, une aura un peu magique, car on nous apprend qu'on l'a mise là pour protéger les gens de son regard, pour protéger les gens de son pouvoir. On commence ce livre avec une ambiance presque fantastique, on ne sait pas trop où est-ce qu'on nous emporte, et tout de suite on fait un gros retour en arrière, on arrive dans l'enfance de Mimo au début de ce XXe siècle, et Mimo habite en France avec sa mère, il vient de perdre son père, et sa mère ne peut pas trop subvenir à ses besoins, elle a envie que Mimo apprenne quelque chose, donc elle l'envoie chez son oncle qui a un atelier de sculpture en Ligurie, pas très loin de Gênes, en Italie, et Mimo va apprendre le métier de sculpteur avec cet oncle. Cet oncle est horrible, cet oncle est même un piètre sculpteur, sauf que très vite, lui, Mimo, va se dévoiler comme un immense sculpteur, peut-être le meilleur de sa génération s'il arrive à cultiver ce talent qu'il a. Et cet atelier de sculpture est installé à côté d'un grand palais génois, un grand palais dans lequel vit une famille très aisée bourgeoise qui, je crois, possède un grand terrain agricole d'orange. Et dans cette famille très bourgeoise, il va y avoir Viola, qui elle est une jeune femme qui a envie d'avoir un métier, qui a envie de travailler. Mais voilà, c'est une jeune femme au début du XXe siècle, donc elle n'a pas son mot à dire, elle va devoir se marier, trouver un époux, faire bon mariage et vivre avec cet homme. On va suivre la vie de Mimo et Viola, donc de leur enfance jusqu'à leur mort, de l'âge adulte, même la mort. On va suivre leur histoire d'amour qui naît, ces séparations qui sont incessantes entre eux pour diverses raisons, le climat politique avec la montée du fascisme au début des années 30, le talent de Mimo qui se dévoile petit à petit à travers ses différentes sculptures, l'érudition de Viola qui passe son temps dans les livres car elle a envie de voler et donc elle s'inspire de Léonard de Vinci, de Icare pour essayer de se fabriquer une machine pour pouvoir voler. Du grand romanesque, je vous dis c'est une grande fresque qui brosse l'histoire mais qui brosse aussi les personnages, qui brosse la politique, qui brosse les débats d'idées car Mimo et Viola vont parfois s'écharper, notamment sur le fait de travailler ou non pour le régime fasciste, de faire de l'art pour le fascisme, de la propagande. On va côtoyer également le cinéma italien. Enfin, c'est vraiment un roman qui est plein en bouche car il y a des sensations, il y a une ambiance. On est en Italie, il fait chaud parfois, il fait froid, c'est la sécheresse.
On est dans les rues un peu crasses de l'Italie où il y a beaucoup de personnes sans domicile fixe. À un moment, on va rejoindre un cirque ambulant avec ses personnages un peu fantasques, puis on retourne dans ce grand palais cossu de l'arrière-pays génois, on retourne dans les grands palais romains pour le coup avec le pouvoir fasciste. Enfin, c'est foisonnant, mais cette foisonnance ne perd pas en subtilité et en détail sur la relation amoureuse entre Viola et Mimo. Je vous le recommande grandement, c'est vraiment un livre dans lequel on a envie de se plonger et en même temps de savourer à petite dose, de voir comment ils évoluent chacun les uns après les autres. Ça ferait une excellente série à mon avis, car c'est visuel, c'est olfactif, c'est plein d'amour, plein de sentiments, de peine, de désillusion et d'amour retrouvé. Un grand coup de cœur de cette rentrée littéraire, en tout cas, c'est sûr et certain. J'ai également lu Le Chien des étoiles de Dimitri Rouchon-Bory aux éditions Le Tripode. Dimitri Rouchon-Bory, là, alors pour le coup, ça fait partie des romans que j'ai aimés mais sans plus. C'est un peu, contrairement à Jean-Baptiste Andréa, l'auteur qui a transformé l'essai et qui a à chaque fois réussi à me faire de plus en plus aimer ses romans. Là, j'avais adoré Le Démon de la colline aux loups et je dois avouer qu'il y a une petite régression avec ce Chien des étoiles. Ce qui m'a énormément plu dans ce roman, c'est qu'on retrouve la plume de Dimitri Rouchon-Bory qui te donne un peu un air de conte et de fable quand il te raconte une histoire. Je pense que ça doit être un excellent conteur, enfin j'en suis même sûr, car il arrive à nous poser un cadre avec des personnages qui ont des noms un peu farfelus. Je crois qu'il y en a un qui va s'appeler Papillon, une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, et le personnage principal qui s'appelle Joe. On va suivre Joe qui, au début du roman, est très mal en point, il se fait battre, il est un peu jeté à la rue et qui va traverser un pays, traverser un endroit. C'est un roman sur la nomadibilité, je sais pas comment on dit, enfin un roman nomade. On va se balader avec Joe au fur et à mesure de ses rencontres. Donc je vous dis, il y a Papillon plus une autre jeune femme. C'est un conte qui est très sympa, mais qui me laisse un peu pantois. Voilà, par la plume, par le lyrisme et la poésie des phrases de Dimitri Rouchon-Bory, évidemment j'ai été conquis, ça m'a permis d'aller au bout de ce roman. Il y a un petit clin d'œil au Démon de la colline aux loups, c'est même un peu moins misérabiliste que son précédent roman. Je sais que certains n'avaient pas trop aimé la noirceur qui se dégageait du Démon de la colline aux loups. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus soft, on est dans quelque chose d'un peu plus lissé en termes de violence. Mais c'est pas pour autant que ça a mieux fonctionné. Je sais pas pourquoi. Il y a un moment où je me suis dit, d'accord, il se balade, il se passe des choses, mais je ne sais pas où ça va me mener, où cela va me mener, et ça ne m'a pas mené beaucoup plus loin que le point de départ. Donc une excellente lecture de fait de cette plume qui est entraînante, un peu plus décevante sur la finalité. Dans les romans qui m'ont un peu moins plu, mais qui encore une fois je sais trouvera son public, et l'a même déjà trouvé, Les Pyromanes de Vincent Delarue, publié chez l'Archipel. C'est l'auteur qui m'a envoyé le roman. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais tous ces romans m'ont été envoyés par les maisons d'édition. Ça n'altère en rien mon jugement. Comme vous l'avez vu, des romans m'ont plu, d'autres moins. Et pour autant, je vous en parle de façon tout à fait honnête. Je n'avais pas lu son premier roman qui s'appelle Le cas Victor Sommer, il me semble. Toujours est-il que quand il me l'a pitché, qu'il m'a envoyé, Toujours est-il que quand il me l'a pitché, qu'il m'a demandé si je voulais le recevoir, j'ai été plutôt intrigué. C'est une maison d'édition vers laquelle je ne me tourne pas trop en général, l'Archipel, donc je me suis dit pourquoi pas, ça va me permettre d'ouvrir un peu mes horizons. Dans Les Pyromanes, on va suivre la vie de deux femmes, Thérèse et Françoise Sommer. Thérèse Sommer, elle est mariée à son mari, sauf que elle attise toutes les passions. Elle couche avec beaucoup d'hommes dans le village, elle est connue pour ça et elle ne s'en cache pas vraiment. Son mari le sait lui-même, mais lui il est alcoolique, il est plutôt passif, totalement démissionnaire face à cette situation. Thérèse, elle aime à plaire, elle aime être la plus belle de ce village, elle aime que tout tourne autour d'elle. Sauf que malheur, un jour, Thérèse se découvre enceinte. Et elle sait que cette grossesse va déjà meurtrir son corps, cette grossesse va la transformer, et en plus de ça, il va y avoir quelqu'un dans sa vie dont elle va devoir s'occuper. Elle ne pourra plus être la seule attention, le seul centre de l'attention de sa propre vie à cause de cet enfant. Naît alors Françoise, la fille de Thérèse, qui va grandir dans un contexte familial où le père est alcoolique et démissionnaire, et où la mère ne l'aime pas du tout, car elle n'était pas désirée. Donc c'est pas vraiment le meilleur cadre pour la naissance de Françoise. J'ai oublié de préciser que ce roman est un roman qui se passe dans la ruralité française, en Normandie. Le seul point de lumière dans la vie de Françoise, ça va être sa grand-mère, qui va reprendre un peu le rôle de la mère, qui va en tout cas essayer de la sortir un peu de ce cadre sombre dans lequel elle vit. Et c'est vraiment le personnage qui m'a le plus touché, le personnage de cette grand-mère. Au fur et à mesure de l'histoire, il va y avoir des morts, il va y avoir des rebondissements qui vont survenir. Il va être question évidemment de feu, le roman s'appelle Les Pyromanes. On va suivre comment Françoise va grandir, et ensuite on va suivre la vie adulte de Françoise, comment elle a réussi à se construire en tant que femme malgré cette enfance très violente dans un cadre familial totalement dysfonctionnel.
Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que j'ai trouvé ça un peu cliché par moments, que j'ai trouvé que ça donnait une image de la féminité un peu sordide que je pense qui n'était pas du tout voulu par l'auteur et qui n'est pas du tout pensé par l'auteur. C'est malheureusement juste un ressenti que j'ai eu. On est avec cette première femme, Thérèse, qui est totalement acariâtre, qui n'aime personne à part elle-même, qui est très imbue, narcissique, etc. Après, on va être avec Françoise, qui est la petite fille un peu chétive, mais qui va, en grandissant... Après, elle n'a pas eu un cadre d'enfance très sain, mais qui va en grandissant devenir probablement malade de façon psychologique. Et à côté de ça, on a la grand-mère qui, elle, est un peu la figure de cette, vraiment la mère protectrice, qui est donc un cliché de la femme que l'on voit assez régulièrement. Ces trois femmes m'ont paru un peu trop caractérisées. Il y a eu des traits de caractère qui ont été un peu trop appuyés et qui m'ont un peu donc donné un sentiment de déjà vu ou même de ah encore ça. Après si on aime les romans qui vont tambour battant, moi en fait je suis allé au bout du roman principalement parce que j'étais totalement pris dans l'histoire, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, de savoir où Françoise allait en arriver, parce qu'elle va se découvrir de la famille qu'elle ne connaissait pas, elle va se découvrir des amours, elle va se découvrir femme tout simplement. C'était très intriguant, il y a un petit côté thriller, même oui on peut qualifier ça de thriller car je vous dis il y a des morts, il y a des enquêtes, il y a des intrigues, c'est prenant. C'est juste que je trouve que l'exécution est un peu faiblarde à mon goût, que ce soit par l'écriture des personnages et l'écriture en général qui reste très simple. D'un côté c'est très bien parce que je pense que ça ajoute à ce côté tambour battant du fait que l'écriture soit assez neutre. Pour autant il me manque un peu de lyrisme, un peu de magie, un petit truc qui pourrait me faire voyager un tant soit peu. Voilà, donc une bonne lecture, mais pour laquelle je n'étais pas du tout, je pense, la cible. En tout cas, ça m'a pas forcément transporté. Second coup de cœur de cette rentrée littéraire, La vie nouvelle de Tom Crew, qui est un premier roman traduit par Étienne Gomez aux éditions Christian Bourgois. Second coup de cœur et premier livre de cette sélection, je crois, qui traite de l'homosexualité. Le roman se passe en 1894 en Grande-Bretagne, à Londres même plus précisément, où on va suivre la vie de deux personnages masculins. Le premier, John, est marié, il a des enfants, il vit dans un grand manoir, il a une vie plutôt bourgeoise et aisée, une situation assez reconnue dans la société, sauf qu'il est homosexuel et il vit des histoires d'amour avec des hommes de façon cachée, notamment à Hyde Park, le parc londonien, dans lequel il a des relations dans les buissons, etc. avec des hommes. La deuxième vie, le deuxième homme qu'on suit, c'est Henry Ellis, qui lui vient de se marier avec Edith, mais Henry aime les hommes également, mais Henry aime les hommes et Edith aime les femmes. Ils veulent être un modèle de modernité, chacun homosexuel, Henry et Edith, souhaitent montrer que le mariage peut exister au-delà du sexe, que le sexe n'est pas le ciment du mariage. Ces deux hommes au début ne se connaissent pas, ils écrivent chacun de leur côté des articles, ils font des recherches sur l'homosexualité depuis la Grèce, et l'un des deux va contacter l'autre pour écrire une étude à quatre mains de l'homosexualité de la Grèce jusqu'à 1900 en Grande-Bretagne. Tour à tour, on va suivre leur vie chacun avec leurs tribulations, les déboires amoureuses de l'homme marié qui rencontre des jeunes hommes dans le parc mais qui est obligé de vivre cette relation cachée. De l'autre côté, on va suivre Edith et Henry qui eux sont beaucoup plus militants, ils participent à une société qui s'appelle justement La Vie Nouvelle et dans lequel il va être question de débat d'idées. C'est une société dans laquelle on fait salon, on discute, on essaye de devenir un nouvel homme, l'homme moderne, la femme moderne en l'occurrence, car c'est Edith, la femme, qui tient des conférences à travers toute la Grande-Bretagne. Et ces deux hommes donc commencent à entretenir une relation épistolaire dans laquelle ils vont chacun écrire des parties du roman, des parties de cette étude qu'ils vont se renvoyer, sans jamais se rencontrer, jusqu'au jour où il y a Oscar Wilde, car c'est une fiction historique, il y a des personnages qui ont réellement existé, même un des deux personnages, ou les deux, je ne sais plus, ont réellement existé, mais pour des besoins de la fiction, leur vie a été un peu changée, a été un peu romancée évidemment. Le procès d'Oscar Wilde est jugé pour, je crois que le terme employé est pédérastie, ou inverti, je sais plus, en tout cas ils sont souvent considérés comme des invertis. Et ce grand débat qui va soulever toute la Grande-Bretagne, car Oscar Wilde était quelqu'un de reconnu pour ses écrits, va les mettre eux également sous les feux de la rampe, car on va apprendre très vite qu'ils ont écrit cette étude sur l'homosexualité et va chambouler toute leur vie, la vie familiale de l'un, la vie maritale de l'autre. En fait, c'est génial parce que c'est un roman qui se passe en 1894, qui pose des questions que l'on pensait
oublié sur l'homosexualité, la modernité du couple, la vision de l'homosexualité par tous, ce qu'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire. Et même si le roman prend place il y a plus de 100 ans, ce sont des questions qui parfois reviennent sur le devant de la scène malheureusement de nos jours, qui ne sont pas tout à fait encore intégrées dans les mœurs. Alors là encore beaucoup moins car on est dans la société victorienne, puritaine de la fin du 19e siècle. Mais j'ai adoré parce qu'on est dans ce roman un peu de, pas de cours, mais vous voyez, où on fait salon, où on discute beaucoup, hein. C'est pas un roman où il se passe énormément de choses, c'est beaucoup de discussions, même s'il y a quand même quelques intrigues et quelques actions. C'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait un savant mélange entre la discussion et l'action, sur la réflexion et les rebondissements, les interactions. En plus de ça, le style est assez lucide et vraiment sans tabou, hein. Parfois, on nous parle de scènes de sexe assez crûment et ça titille un peu le lecteur. Je pense que ça peut même pas choquer parce que voilà, on n'est pas non plus dans des grosses scènes pornographiques, mais voilà, il y a quand même des scènes de sexe qui sont décrites de façon assez détaillée. C'est intelligent de le faire, c'est pas gratuit et ça permet de... voilà, de soulever un peu des questions chez le lecteur. C'est donc pour moi un excellent coup de cœur car c'est un genre vers lequel je ne me tourne pas vraiment, la fiction historique, et en plus de ça qui m'a ravi. Aux éditions d'Alva, j'ai lu La Dent dure de Isabelle Garot, qui est un très court roman de 170 pages, qui est même plutôt plus qu'un roman, un conte. C'est un conte historico-féministe dans lequel on va traverser 3 époques avec pour point commun un espèce de talisman, une dent qui est enchâssé dans un noyau d'ambre, enfin pas d'un noyau, enfin voilà, un médaillon en ambre avec une dent dedans. Et ce médaillon va passer entre les mains de 3 femmes, donc au 8e siècle, dans la France mérovingienne, au 20e siècle, de nos jours, dans les années 80-90, et dans la Perse antique. Ce médaillon va donner un pouvoir de libération à ces femmes, va les aider de façon un peu métaphorique bien évidemment à se libérer d'un carcan, de 3 différents carcans pour le coup. Ce sont donc 3 femmes qui décident de ne pas prendre la voie qu'on leur a réservée, 3 femmes qui décident de s'échapper, de quitter quelque chose, de se libérer, et c'est ça qui est super intéressant et qui est super jubilatoire, c'est de voir comment elles vont réussir. Alors il y a des moments de violence extrême, il y a des scènes un peu insoutenable, notamment une qui m'a un peu soulevé le cœur. Il y en a une autre qui est plutôt humoristique, enfin en tout cas qui est assez ironique. Ces 3 femmes, donc une va fuir un harem, une autre va être considérée un peu comme une sorcière car elle guérit les gens avec des plantes médicinales, et le récit de nos jours j'ai adoré parce qu'on est avec une jeune femme un peu punk qui s'enfuit, presque un air de Virginie Despentes avec ces héroïnes qui envoient tout valdinguer et qui tuent tout sur leur passage. J'ai adoré. En fait, c'est très bien que ça ne fasse que 180 pages car ça permet de nous garder en haleine tout au long de ce conte. Ça nous permet de vibrer avec ces jeunes femmes qui ont décidé de dire non et de refuser de faire ce que l'on attendait d'elles. C'est un excellent premier roman, si je ne dis pas de bêtises. C'est effectivement un premier roman, l'autrice avait déjà écrit des poèmes, mais c'est son premier roman édité. Je trouve que c'est jubilatoire de voir ces femmes faire ce qu'elles ont envie de faire au moyen de ce talisman, cette métaphore. Je le recommanderais à n'importe qui, notamment des jeunes femmes qui ne savent pas trop où elles vont, qui sont peut-être à un moment charnière de leur vie, qui ne savent pas trop vers quoi aller. Alors évidemment, les livres ont un pouvoir selon moi, les livres peuvent nous aider, ça peut pas dicter notre vie, mais ça peut être un moyen d'aider ces jeunes femmes à dire qu'elles sont elles-mêmes maîtres de leur destin, malgré ce qu'on essaye de leur faire croire, et qu'elles peuvent bien faire ce qu'elles veulent, toutes mesures gardées bien évidemment. Donc une excellente lecture que cette Dent dure d'Isabelle Garot, qui en plus de ça arrive à mêler ces 3 histoires avec des clins d'œil, une fin qui réunit un peu tout. C'est cool quand ces 3 époques arrivent à vivre ensemble et que ce roman arrive à faire coexister ces 3 femmes. J'ai lu Eunice de Lisette Lombé, publié chez Seuil dans leur collection Fiction et compagnie. Lisette Lombé, j'ai adoré, brûlé son recueil de poèmes publié chez l'Iconopop. Et j'ai tout à fait aimé également Vénus Poetica, qui était un très court roman d'une 60aine de pages, donc c'est même plutôt une nouvelle publiée chez je ne sais plus quelle maison d'édition belge. Pour ce qui est de Eunice, on est dans quelque chose de tout à fait différent par rapport à ce qu'elle nous propose d'habitude, notamment sur les thèmes et la forme, car là on est dans un roman à proprement parler, dans quelque chose qui est plutôt différent de ce que l'autrice propose en temps normal. Alors on va suivre Eunice qui a 19 ans, apprend que sa mère est décédée de façon accidentelle. Elle est tombée du pont d'un bateau dans le Rhône, car je crois que c'est un roman qui se passe à Lyon. Non, bah non, ça se passe à Liège. Mais oui, c'est belge. Désolé, autant pour moi. Ça se passe à Liège. Donc elle tombe d'un bateau à Liège, dans le fleuve.
quelconque fleuve qui passe à Liège. Bonjour les Liégeois. Bref, Eunice en tout cas se réveille avec une gueule de bois carabinée parce qu'elle s'est fait larguer la veille et elle apprend que sa mère est décédée. Elle se refuse un peu à croire à cette mort accidentelle, elle va donc un peu fouiller dans la vie de sa mère et elle va retrouver son agenda. Et dans son agenda, à une date précise, enfin une périodicité, oui c'est ça, une périodicité précise, elle voit qu'il y a 2 lettres écrites dans son agenda tous les tels jours à toutes les tant de semaines. Sauf qu'elle ne sait pas à quoi correspondent ces 2 lettres, donc elle va essayer d'aller voir du côté de sa tante, du côté de ses grands-parents, du côté peut-être d'un amant de ses collègues de travail. Elle va essayer de remonter un peu le fil de la vie de sa mère, parce qu'en fait cette mère, elle ne la connaît pas tant que ça, elle la connaît en tant que mère, elle la connaît en tant que génitrice, mais elle ne la connaît pas en tant que femme, en tant que personne, elle ne sait pas qui elle est, quelle est cette personnalité de cette mère, qui n'a pas été spécialement une mère très aimante, mais pas non plus une mère désaimante, enfin voilà, une mère qui a été un peu transparente sur sa vie, et en même temps, Eunice va aussi apprendre, son corps va aussi apprendre qui elle est, car elle a 19 ans, c'est un peu la période des premiers amours, elle vient de se faire larguer, elle a des envies d'amour, des envies de sexe, des envies qu'elle ne connaît pas vraiment, son corps va lui proposer des choses qu'elle n'avait pas encore ressenties jusque-là. Son cerveau également, elle va avoir des sentiments pour des personnes du même sexe, des personnes féminines. Évidemment, ce qui m'a le plus plu dans ce roman, c'est l'écriture de Lisette Lombé. Alors là, quand je vous parle d'écriture assez simple, d'écriture assez courte, c'est exactement ça. Certaines phrases sont non-verbales, d'autres ne sont composées que d'un verbe. On est presque dans de la proésie, c'est comme ça que j'aime bien appeler ces bouquins de la proésie, parce qu'on est dans une prose qui se veut en dehors des codes, une prose qui n'a de règles que son maître, qui est donc Lisette Lombé. C'est elle qui décide comment elle écrit, c'est elle qui décide comment elle fait ses phrases, comment elle construit son texte, la forme qu'elle lui donne également, car le texte n'est pas linéaire, on n'est pas avec des strophes, des paragraphes, elle fait un peu comme elle veut, et elle le fait très très bien. C'est un texte qui se lit à voix haute, évidemment. Lisette Lombé, elle est slameuse, elle est poétesse, elle est essayiste, elle est chroniqueuse. Pour moi, elle a tous les talents, cette femme, mais elle sait rendre une oralité à un texte, elle sait le rendre vivant par sa forme, par ses sons, par la façon de l'écrire. J'ai adoré Eunice, ça fait partie de ces coups de cœur de cette vidéo, je vous le recommande. Ça se lit très vite, ça fait 200 pages, je l'ai lu lors d'un trajet en voiture, j'avais 2 heures de voiture, j'ai lu ces 200 pages en 2 heures. J'ai fait une sieste entre les deux d'ailleurs, enfin à un moment je me suis endormi, c'était pendant les vacances, excusez-moi, mais j'ai adoré et je vous le recommande grandement, encore une fois, bien évidemment. Ensuite, sur les conseils d'un ami libraire sur Instagram, j'ai acheté, pour le coup c'est le seul roman que j'ai acheté moi-même dans cette vidéo, Prélude à son absence de Robin Josserand, qui est un premier roman édité au Mercure de France. C'est encore une fois un très court roman qui fait 170 pages, et Prélude à son absence, ça nous raconte l'histoire donc d'un narrateur qui est bibliothécaire, qui un jour va rencontrer un SDF au pied de la bibliothèque dans laquelle il travaille à Lyon justement, et il va tomber amoureux de cette personne sans domicile fixe, mais en un simple regard. C'est un peu genre le regard amoureux entre le professeur et Tadzio dans... Je crois que c'est Tadzio, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, dans Mort à Venise, la rencontre entre les 2 personnages principaux, là, c'est un peu dans le même acabit, parce qu'il y a quand même un rapport de domination, on est avec un sans domicile et quelqu'un qui a une situation, et il va y avoir un regard qui va se faire, et tout de suite un coup de foudre. On est un peu dans cette relation explosive dès les débuts. Sauf que tout va pas se passer comme prévu, parce que la personne sans domicile fixe, qui s'appelle Sven, donc je vais l'appeler Sven maintenant car il a un prénom, sauf que Sven n'est pas du tout réceptif à l'amour que peut lui porter le narrateur, ou en tout cas, sans parler d'amour, à l'attention qu'il lui porte. Pour autant, même si on le voit tout de suite absolument pas réceptif, il va parler avec lui. Le bibliothécaire va lui offrir Journal d'un voleur de Jean Genet, ensuite il va lui offrir la Pléiade de Jean Genet, et Sven n'en aura que faire de Jean Genet, mais il accepte les cadeaux, il accepte de discuter un peu... Attendez, je me fais du vent. Il accepte de discuter un peu avec le bibliothécaire, et on va dans cette relation déséquilibrée du début à la fin, de cette personne qui est absolument réfractaire, et de l'autre qui est totalement amoureux, qui désire son corps, il le fait venir chez lui, il le fait dormir sur son canapé, et il va l'observer dormir, il va le regarder dormir. Ça reste... c'est pas malsain, je trouve que ça reste à la limite de ce qui pourrait être quelque chose de malsain du fait de ce rapport de force, de domination entre la personne qui a situation. En fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a un rapport de force
de domination parce qu'on est avec deux personnes de classes totalement différentes. Quelqu'un qui n'a aucun moyen, qui vit dans la rue, et quelqu'un d'autre qui a un métier et qui a un appartement. Sauf que dans les rapports qui se jouent entre eux, dans les rapports affectifs, la relation est totalement opposée, car c'est Sven qui a l'ascendance sur le bibliothécaire, c'est Sven qui a le pouvoir de mettre fin à toute relation d'un moment à l'autre, c'est lui qui est en possession de cette relation, c'est lui qui la maintient, alors que le bibliothécaire, lui, est totalement passif et dépendant de Sven très vite. J'ai bien aimé que ce soit aussi court, j'ai bien aimé que le texte soit court, car l'auteur a des références culturelles, que ce soit Glenn Gould, le musicien, que ce soit Edmund White, l'auteur, et Jean Genet. Et donc, il a tendance un peu, trop fréquemment, à nous dire qu'il connaît Glenn Gould et qu'il connaît Jean Genet. Il y a beaucoup de références à ces deux auteurs, en tout cas, enfin, à cet auteur et ce musicien. Et je trouve que cette histoire tourne vite un peu en rond. Que voilà, au bout d'un moment, il se passe plus grand chose de nouveau dans cette relation totalement déséquilibrée. Et que si ça avait traîné sur encore plus de pages, ça m'aurait un peu déplu. Ça reste un premier roman, il y a quelques défauts, il y a aussi beaucoup de bons, c'est quand même un roman sur le désir de l'autre, sur le corps, sur des relations qui sont très éphémères, très explosives. J'ai donc de fait bien aimé cette petite histoire d'amour qui reste très brève dans la durée, et du coup ça colle un peu au roman qui est lui aussi très court, et c'est pas pour me déplaire. Enfin, et je dois vous cacher qu'il était temps parce que là ça fait plus d'1h30 que je tourne et j'en ai marre, j'ai très chaud, c'est la canicule. J'ai lu Au-delà des linceuls de Éloi Audouin-Rousseau aux éditions Phébus, et c'est le deuxième roman d'Éloi Audouin-Rousseau que je lis, car j'avais déjà lu son premier roman qui s'appelait Ouvre ton aile au vent. Un roman d'anticipation qui se passe dans une France très totalitaire, c'est même une France impériale, c'est une impératrice qui est à la tête de la France. D'ailleurs la France ne s'appelle plus la France, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais voilà. L'auteur invente toute une nouvelle configuration politique mondiale, en tout cas européenne, car on se concentre uniquement sur l'Europe, qui est assez intéressante, c'est assez développé. Les premières pages du roman sont même comment ça s'appelle, la déclaration constituante, donc la nouvelle constitution française, on va dire la France, parce que voilà, c'est comme ça que je l'ai en tête, mais la nouvelle constitution française, dans ce régime impérial, il va y avoir des articles de loi très précis, on est dans un régime très autoritaire, mais également sur une planète qui est totalement asséchée, qui n'a plus de ressources, qui est sous un soleil de plomb tout le temps, à tel point qu'on est obligé de tendre des grandes bâches dans la rue pour essayer de se protéger de ce soleil brûlant. Les seules énergies qui nous restent, c'est le gaz qui ressort de marées, enfin c'est un truc un peu compliqué, j'ai pas tout compris. Et on est aussi dans un régime un peu régressif au niveau technologique, car on se déplace à cheval, il n'y a plus trop d'électricité, si ce n'est plus du tout, enfin voilà. Un roman d'anticipation sur ce que pourrait devenir l'ordre politique européen, mais également l'avenir climatique. On va suivre Félix et Edgar, qui sont deux amis que tout oppose, car l'un est une pupille de l'État, il s'est fait prendre en charge par le régime, et du coup on l'a éduqué, il a pu suivre des études et suivre un cursus universitaire dans le but de travailler pour l'État, et l'autre a suivi les mêmes études, mais parce que il était lui issu de la caste dirigeante et son père a du pouvoir dans le régime impérial. Sauf que ces deux garçons, ces deux amis, pour des raisons diverses, décident de fuir la capitale, décident de fuir le pays pour aller se réfugier dans ce que l'on comprend être la nouvelle Italie, et en essayant d'éviter la Suisse, qui s'appelle la Confédération, qui entre en guerre actuellement avec l'Empire de France. Alors là, ça vous paraît peut-être très compliqué à suivre, ces histoires politiques, ces histoires d'anticipation, de tout ça. Alors c'est très bien décrit, mais pour autant, c'est pas non plus le cœur du roman. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que on est dans un cadre qui est très très bien établi. L'auteur arrive à poser les enjeux, arrive à nous expliquer comment tout est installé, sans que ça prenne trop de place dans le roman, et on va suivre surtout cette fuite de Félix et Edgar. C'est un roman nomade lui aussi, un book movie, un movie book, non, un road book, pardon, je dis de la merde, car on va suivre une fuite dans lequel les deux personnages vont être recherchés, dans lequel les deux personnages vont rencontrer des gens qui vont parfois être une aide bienvenue et d'autres fois une aide malvenue. J'aime bien ce genre de roman, j'aime bien ce genre de livre, ce genre d'histoire. Ce qui m'a un peu manqué, c'est que j'ai trouvé que parfois, alors même si je vous ai expliqué quelque chose qui est quand même très détaillé sur l'ordre politique et tout ce qui se passe dans le roman, il m'a manqué un peu de détails sur les personnages, sur ce qu'ils pouvaient ressentir, sur quels étaient leurs états d'âme à quitter leur famille, à quitter leurs amis, à quitter un pays
qui les a aidés à grandir, qui les a fait grandir, dans lequel ils ont grandi. Et sur les relations entre les deux, c'est vrai qu'on est avec deux personnages qui sont amis, on n'en sait pas trop sur leur relation, voilà. Et la fin m'a laissé un peu pantois, c'est aussi ça qui est dommage, je trouve. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne lecture, mais qui ne sera pas un coup de cœur malheureusement, parce qu'il m'a manqué un petit truc, un peu de détail, un peu d'approfondissement. Je trouve que c'est déjà mieux par rapport au précédent roman, car le précédent roman était beaucoup plus court. C'était lui aussi un roman d'anticipation, mais qui se passait uniquement dans une ville, qui avait plutôt une allure de fable, de conte. Et là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus construit, beaucoup plus abouti. C'est pas de la... Enfin, ça peut être de la science-fiction, en tout cas de l'anticipation, mais comme Saint John Mandel, on est à cheval entre la littérature générale, car c'est pas le cœur du roman, ce nouvel ordre politique, et le roman d'anticipation, donc le roman de genre. Voilà, c'était donc tout pour cette première revue de la rentrée littéraire. J'espère que vous avez pu piocher dans mes quelques recommandations. En tout cas, sachez qu'une deuxième vidéo va sortir, car j'ai encore autant de romans à vous présenter. Je ne les ai pas encore tous lus, il m'en reste 6 je crois à lire. C'est pour ça que la prochaine vidéo va pas sortir tout de suite, vous aurez peut-être une autre vidéo entre temps. Toujours dit que ça devrait pas trop traîner, j'ai plus que 6 romans à lire, je suis en congé encore pendant un peu plus d'une semaine, il me reste 10 jours de vacances, donc je devrais pouvoir réussir à lire ces derniers romans qui me restent. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel roman vous tente dans cette rentrée littéraire, qu'il soit dans ma sélection ou non, si c'est des romans que je ne vous ai pas présentés, encore mieux d'ailleurs. Dites-moi si c'est des romans que vous avez lus et que vous avez adorés, car je tourne cette vidéo le 24 août, donc il y a déjà quand même pas mal de romans qui sont sortis. Vous avez peut-être fait des bonnes rencontres littéraires, n'hésitez pas à me le dire, je suis friand de vos conseils. Bien évidemment, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.